Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur la série en radiofréquence. Donc aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle perspective qu'on n'avait pas dans les circuits à basse fréquence et c'est de voir le système et les ondes qui vont se propager dans le circuit électronique et non pas avec des tensions et des courants définis comme on avait fait dans les circuits basse fréquence, mais plutôt comme des ondes qui se propagent sur les câbles et dans les différents éléments du circuit. Donc ça va nous donner une autre perspective et c'est important de comprendre cette forme-là, cette onde-là qui se propage parce que ça va avoir des conséquences et des impacts différents des circuits à basse fréquence. Donc rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être comment l'électricité se propage comme une onde à haute fréquence. Laissez-moi quelques instants pour vous présenter le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, PCBGoGo. PCBGoGo est un fabricant de circuits imprimés de PCB depuis plusieurs années et ils font un travail super professionnel avec des prix abordables et très rapides. Donc, PCBGoGo vous permettra de réaliser tous vos projets en électronique et si vous êtes comme moi, il est toujours intéressant de connaître c'est quoi les capacités du fabricant, dans ce cas-ci de PCBGoGo. Vous pouvez vous rendre sur leur site internet et aller dans l'onglet Capacités et de voir tous les détails sur la fabrication, qu'est-ce qu'ils sont capables de fournir. Donc, ça va vous donner les détails pour réaliser vos PCB avec des valeurs précises selon les outils que PCBGoGo peuvent offrir. Le lien est dans la description pour en savoir davantage. Donc, premièrement, lorsqu'on remarque un circuit à basse fréquence, le circuit de gauche à l'écran, on peut voir un circuit avec tout simplement une source et une charge, donc de 50 ohms et une charge impédance avec une impédance complexe, comme on a vu dans la première vidéo. Ce qu'on remarque, c'est que dans l'analyse, on faisait tout simplement les tensions et les courants qui circulaient dans le circuit pour un circuit DC, donc un circuit à 0 Hz. Lorsqu'on augmente en fréquence, on peut utiliser la charge complexe pour trouver une tension et un courant complexe et finalement trouver les différents courants, tensions, puissances, etc. dans le circuit. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que plus on monte en haute fréquence, cette analyse-là reste toujours vraie. Cependant, ce qu'on va utiliser plutôt, ça va être les phaseurs et la propagation des ondes. Donc, il va y avoir une onde qui va se propager dans la charge réactive et une partie de l'onde va être réfléchie. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, on va essayer d'explorer pourquoi il y a cette réflexion-là on n'avait pas traité dans le circuit basse fréquence, mais pourquoi cette réflexion-là a maintenant un impact sur les circuits haute fréquence. Donc, comme on peut voir sur le point juste ici, donc on avait une tension, on va avoir une tension V+, qui va aller dans la charge et une tension V- qui va être réfléchie à la charge si cette charge-là n'est pas parfaitement bien adaptée. Donc, dans le cas ici, on n'a pas adapté la charge Z avec la charge de la source, donc on n'a pas mis une charge de 50 ohms. Donc, on va avoir une désadaptation d'impédance. Donc, la charge et la source ne sont pas adaptées, ce qui va faire qu'on va avoir une réflexion à la charge et une partie de la tension va être réfléchie vers la source. Donc, nécessairement, cette réflexion-là va apporter des pertes parce que nécessairement toute la puissance fournie par la source ne sera pas emmagasinée par la charge. On peut voir aussi cette discontinuité-là dans des circuits imprimés lorsqu'on change la largeur d'une trace, lorsqu'on met un pad par rapport à une trace. Donc, à chaque fois qu'on met une discontinuité dans un circuit, on va remarquer qu'on va avoir cet effet-là de propagation d'ondes, donc une onde positive et une onde négative. Donc, cette propagation d'ondes-là, on peut la voir en fait dans différentes sphères du monde physique, que ce soit dans les sphères acoustiques, optiques, mécaniques, etc. Donc, on voit cette propagation d'ondes essentiellement partout en physique. Donc, un exemple ici, supposons qu'on a une petite corde attachée avec une grande corde, une grosse corde. Donc, nécessairement, le poids des deux cordes n'est pas la même. Donc, si on envoie une grosse onde sur la petite corde, on remarque qu'il y a une partie de l'onde qui va être transmise à la grosse corde, mais nécessairement l'énergie, étant donné qu'il y a une discontinuité au nœud entre les deux cordes, il va y avoir une partie qui va être réfléchie. Dans les systèmes électroniques, c'est essentiellement la même chose. Lorsqu'on envoie une tension et que la charge, par exemple, qui est la ligne noire sur le diagramme, bien, si la charge n'est pas adaptée avec la source, qui est la petite ligne, eh bien, il y a une discontinuité et il va y avoir une partie de la tension ou du courant qui va être réfléchie vers la source. Donc, cette réflexion-là, nécessairement, va impliquer des pertes parce que l'onde qui est envoyée, comme vous voyez présentement, bien, il y a une partie qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie. L'objectif, c'est de transmettre le plus possible de puissance en adaptant les deux longueurs de câble. Donc, ça ici, c'est vraiment un exemple typique. On peut retrouver ça sur un PCB. Dès qu'on change la largeur d'une trace, petite trace vers une plus grosse trace, on va avoir cette discontinuité-là
et ça va impliquer une propagation d'onde positive et négative. Maintenant, on peut quantifier cette propagation d'onde positive et négative en appelant le coefficient de réflexion gamma. Donc, le coefficient de réflexion, on va le voir souvent, on va l'utiliser dans la bague de Smith bientôt aussi, dans la prochaine capsule. Et le coefficient de réflexion nous dit c'est quoi la quantité, en fait, entre 0 et 1 d'onde qui va être réfléchie vers la source. Donc, si le coefficient est de 0, ben nécessairement, ça veut dire que toute l'énergie transmise par la source va être réfléchie par la charge. Donc, si on a une source de 50 ohms et une charge de 50 ohms, nécessairement, toute l'énergie va être transmise et le coefficient gamma va être de 0. Donc, le plus possible que notre coefficient est près de 0, mieux ça va être pour le transfert d'énergie, le transfert de puissance. Par contre, si le gamma égale à 1, ça veut dire que toute l'énergie est complètement retournée à la source. Donc, si on envoie une onde, par exemple, avec une source et que, par exemple, la charge, c'est un circuit ouvert, donc aucune charge. Donc, on peut penser que l'onde en tension va se propager tout le long du câble électrique, va arriver au bout du câble électrique, il n'y a aucune charge présente, donc la tension va tout se réfléchir vers, à nouveau, dans le câble et vers la source. Donc, c'est un exemple typique d'une réflexion totale et où le coefficient gamma va être de 1. Donc, comme vous comprenez, le coefficient gamma se trouve toujours entre 0 et 1. Plus on est près de 0, plus ça nous indique une bonne adaptation entre la charge et la source. Et lorsque c'est à 1, ça veut dire que toute l'énergie est réfléchie. Donc, nous, nécessairement, on veut être le plus près possible de 0. On se rend compte aussi que gamma va être un nombre complexe, étant donné que l'équation, c'est ZL, soit l'impédance de la charge, moins Z0, l'impédance caractéristique de notre ligne de transmission, ou dans ce cas-ci, dans le diagramme, ça va être la source, donc 50 ohms, et divisé par ZL plus Z0. Donc, si ZL ou Z0 sont des nombres complexes, le coefficient gamma va être complexe aussi. On va voir plus en détail la semaine prochaine dans la bague de Smith comment représenter gamma dans la bague. C'est beaucoup plus simple que de traiter des nombres complexes comme on peut voir présentement. C'est une façon graphique de le faire et c'est merveilleux. Donc, on va voir ça plus en détail la semaine prochaine. Donc, maintenant, on a parlé du coefficient gamma égal à 1. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, comme j'ai dit plus tôt, si on a un court-circuit ou si on a un circuit ouvert, bien, ça va être des cas typiques de réflexion complète, donc de gamma égal à 1. Puisque, comme on peut voir sur le diagramme présentement, si on envoie une onde de la gauche vers la droite sur un point fixe, par exemple ici un court-circuit ou un circuit ouvert, pour faire l'analogie avec les circuits électriques, mais on peut voir que toute l'onde va être réfléchie en totalité. Il n'y a aucune partie de l'onde qui va dépasser le point fixe sur le plan associé juste ici. Donc, nécessairement, V plus va être égal à 0 et V moins va être égal tout simplement à l'onde complètement reçue. Donc, quand on fait le ratio des deux, on se rend compte que gamma va être égal à 1. Dans le cas d'un circuit électronique, donc un PCB, ce que ça signifie, c'est que on pourrait avoir laissé un circuit ouvert, donc une trace qui mène nulle part, ça va créer cette réflexion-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans la conception des circuits imprimés, il ne faut pas laisser des fils non connectés ou créer des antennes. Donc, on va en parler un peu plus tard quand on va faire de la conception et appliquer ces techniques-là de conception RF. Mais il ne faut pas laisser des signaux qui mènent nulle part parce que ça va créer des réflexions comme ça ici et ça peut créer des radiations, des propagations d'ondes dans l'air ou tout simplement une antenne. Donc, on veut vraiment limiter ça, mais il faut comprendre aussi d'où ce que ça vient. Donc, pour les circuits haute fréquence, on va avoir une propagation d'ondes comme ça. On peut voir à l'écran et certaines parties de l'onde vont être réfléchies vers la source et ça peut créer des réflexions et créer des pertes dans le circuit. Maintenant, il y a une série de paramètres qu'on appelle les paramètres S qui sont super intéressants à utiliser dans les circuits haute fréquence. Pourquoi les paramètres S? Parce qu'essentiellement, ces paramètres-là vont nous permettre de quantifier c'est quoi la quantité de l'onde qui est propagée, quantité d'onde qui est réfléchie, etc. aux bornes d'un système. Donc, le système typique, le système de base, c'est un quadripôle. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un quadripôle ou vous avez déjà demandé comment faire pour trouver l'impédance d'un quadripôle, l'admittance d'un quadripôle, etc., regardez ma vidéo que vous voyez présentement à l'écran. J'ai fait toute la description mathématique et fait des exemples sur comment résoudre un quadripôle et trouver les impédances à chacun des ports. Et donc, on a fait un petit peu d'analyse. Aujourd'hui, le principe est le même. C'est juste qu'on applique avec les paramètres S.
Donc, les paramètres S, c'est vraiment associé au circuit radiofréquence. Si vous travaillez dans le domaine des radiofréquences, vous allez entendre parler des paramètres S, c'est certain. Ces paramètres-là sont essentiels. Pourquoi? Parce que au lieu de, contrairement aux admittances et aux impédances, au lieu de mesurer l'admittance ou l'impédance d'un port, habituellement, il faut faire le court-circuit d'un port ou faire un circuit ouvert à un port pour faire mesurer l'impédance, alors que les paramètres S, ils vont plutôt nous permettre de mesurer le paramètre S11 par exemple, lorsque par exemple le port S22 va être terminé par une charge de 50 ohms. Donc ça va être beaucoup mieux parce que en RF, terminé par un port de 50 ohms, c'est un match parfait, donc c'est encore mieux. Et c'est plus facile à faire dans un équipement électronique, dans un laboratoire, que faire un court-circuit ou un circuit ouvert avec des fréquences très élevées. Donc, essentiellement, les paramètres S vont nous permettre de nous donner les coefficients de réflexion, de transmission à chacun des ports. Donc, par exemple, S11, donc le paramètre S11 de la matrice, va nous donner tout simplement le coefficient d'onde qui va réfléchir au port 1. Donc, si on envoie une onde sur le port 1, quelle quantité d'énergie va être retournée? Essentiellement, ce qu'on souhaite, c'est que cette énergie-là soit le plus faible possible, donc que le paramètre S11 soit le plus près de 0 possible. Ensuite, S21, c'est la quantité d'énergie qui va être transmise du port 1 vers le port 2. Et pour n'importe quel circuit, habituellement, on veut que S21 soit le plus grand possible. Puisque c'est le rapport entre la sortie et l'entrée, plus le paramètre S21 va être grand, mieux ça va être, parce que ça va nous indiquer quelle quantité d'énergie va être transmise du port 1 vers le port 2. Pour ce qui est du S22 et le S12, c'est la même chose, mais c'est en inverse, puisque les quadripoles, ce n'est pas unidirectionnel, mais bidirectionnel. Donc, ça peut être de l'entrée vers la sortie ou vers la sortie vers l'entrée. Donc, il y a différentes formules pour calculer les différents paramètres S11, S21, etc. Donc, comme vous voyez, la différence, c'est qu'on mesure les ondes qui sont envoyées. Par exemple, les ondes V1- sur V1+, pour calculer le rapport des ondes qui sont réfléchies au port 1. Par contre, lorsque le port 2 va être adapté, donc lorsque ça veut dire lorsqu'on va avoir mis 50 ohms sur la sortie de notre quadripôle. C'est beaucoup mieux que les paramètres d'impédance et d'admittance où il fallait faire un court-circuit ou un circuit ouvert, surtout pour les circuits radiofréquences. C'est pour ça que les paramètres S sont de plus en plus utilisés. En fait, sont beaucoup utilisés sur pratiquement tous les appareils de mesure radiofréquence parce que c'est beaucoup plus facile à faire en laboratoire physiquement d'adapter un port à 50 ohms. Pour ce qui est des autres paramètres, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on fait le port 1 adapté à 50 ohms et on mesure au port 2 différentes valeurs des ondes. En fait, on ne va pas mesurer les tensions ni les courants, ça va être vraiment le rapport des ondes transmises et réfléchies. Donc, c'est vraiment la différence aussi. Il faut penser en termes d'ondes, comme la lumière, ce serait un bon exemple parce que la lumière, comme lorsqu'elle propage dans un milieu, elle peut être réfléchie sur un mur, un miroir, etc. Donc, il y a une partie de l'onde qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie et c'est le rapport entre la partie réfléchie et la partie transmise. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, très bien courte, mais beaucoup d'informations qui ont été données dans cette vidéo. Les paramètres S, c'est très utilisé. Je ne vous demande pas de bien comprendre nécessairement tout l'impact des paramètres S, comment les calculer mathématiquement et comment faire la résolution de problèmes, mais d'avoir en tête que ces paramètres-là existent et qu'il faut avoir aussi en tête que les ondes électroniques, les signaux électroniques, que ce soit HDMI, USB, etc., c'est des signaux numériques, mais comme ils propagent à tellement haute vitesse, bien, il faut penser à ces signaux-là plutôt comme des ondes qui vont se propager sur le câble et il va y avoir nécessairement des réflexions au bout du câble si il y a une discontinuité ou si la charge n'est pas adaptée au câble ou même à la source. Donc, il faut garder ça en tête. Dans les prochaines vidéos, on va toujours avoir cette notion-là d'onde électromagnétique et on va pouvoir utiliser la bague de Smith pour mieux représenter le coefficient gamma, donc le coefficient de réflexion. Et ensuite, on va pouvoir faire le changement d'impédance, adaptation d'impédance, utiliser des lignes, faire le transfert avec un PCB, comment utiliser tous ces outils-là, bref, pour faire des conceptions électroniques radiofréquences. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine sur la bague de Smith. Merci.